Les serpents venimeux sont des symboles de mort, mais certaines espèces osent encore se jeter sur leurs crocs sans la moindre crainte. Comment survivent-elles face à un venin capable de terrasser un lion ? Le serpent venimeux. Des espèces qui ne craignent pas le venin. Dans un monde où une morsure de moins d'un dixième de seconde peut être fatale, les serpents venimeux ont toujours été un symbole de mort. Dans les contrées les plus hostiles de la planète, du désert de Mojave à la forêt amazonienne, le venin des serpents rend même les prédateurs bien plus imposants méfiants. Mais contrairement à cette peur, la nature recèle des êtres qui défient la mort d'une manière mystérieuse. Pourquoi ces créatures ne craignent-elles pas le venin ? Qu'est-ce qui les rend immortels ? Nul ne le sait. Se pencher sur leur évolution peut-il nous éclairer ? Pour percer ce secret, il faut explorer le corps de ces prédateurs de serpents. Les serpents possèdent un arsenal biologique redoutable. Les neurotoxines paralysent le système nerveux, les hémotoxines détruisent le sang, les cytotoxines dissolvent les tissus et les cardiotoxines provoquent un arrêt cardiaque. Une seule morsure de mamba noir peut tuer plus d'une douzaine de personnes. Les adversaires que les serpents venimeux redoutent le plus sont leurs cousins les civettes, de petites créatures dont la ténacité et la rapidité rendent leur venin inefficace. Et puis, dans le silence suffocant de la jungle, le sol trembla légèrement. Un instant de stupeur. Un bond fulgurant. Le mamba noir planta ses crocs dans la mangouste. Pendant un instant, on crut que tout était fini. La mangouste eut un léger sursaut, puis recula d'un bond si rapide que le mamba n'eut pas le temps de rétracter la tête. Ce moment explosif suffit au serpent venimeux pour comprendre que le combat avait basculé. Pourquoi une morsure capable de tuer une antilope ne la ralentirait-elle pas d'un demi-temps ? Qu'est-ce qui rend les mangoustes presque immortelles ? Le secret réside dans une mutation génétique particulière. La structure de leur récepteur nerveux a été remodelée par l'évolution,
de sorte que les neurotoxines ne peuvent se fixer à leur système nerveux comme chez d'autres espèces. C'est comme une serrure tellement déformée que n'importe quelle clé, aussi pointue soit-elle, devient inutilisable. Grâce à cela, les mangoustes évitent non seulement les morsures, mais sont aussi presque totalement immunisés contre le venin. Les ratels, cousins éloignés mais plus agressifs, possèdent des armes encore plus redoutables. Leur sang contient des protéines capables de neutraliser les toxines. Des images filmées sur le terrain montrent des ratels mordus au visage par des crotales, perdant connaissance, puis se réveillant quelques heures plus tard, continuant tranquillement à dévorer le serpent qui les avait tués. Ces capacités ne sont pas des dons de la nature. Elles sont le fruit de millions d'années de sélection naturelle impitoyable, les faibles meurent, les forts survivent. Et à chaque génération, chaque individu ayant survécu à la mort a forgé une armure antivenimeuse qui, encore aujourd'hui, rend les serpents venimeux méfiants. L'immunité n'explique cependant que la moitié de l'histoire. L'autre moitié du problème réside dans ce qui fait toujours défaut aux serpents venimeux, la vitesse. Dans un monde où la vie et la mort se jouent en une fraction de seconde, un temps de réaction légèrement plus rapide peut tout changer. Dans le désert de Mojave, par 43 degrés Celsius, le géocoucou sembla pressentir un mouvement avant même que ses yeux ne puissent le confirmer. La morsure du serpent à sonnette fut vive et rapide, mais le petit oiseau n'inclina la tête qu'une seule fois, esquivant les crocs venimeux avec une légèreté comparable à un souffle. Et dès que le museau du serpent passa, le géocoucou saisit cette fraction de seconde pour réagir. Ses pattes fines immobilisèrent la tête du serpent dans une puissante étreinte, figeant l'espace environnant. Le mamba noir se jeta sur lui, mais le coup de pied de riposte lui fit vaciller la tête, suffisamment pour interrompre la trajectoire de son attaque.
Les coups suivants furent portés avec une force et une précision redoutables, faisant progressivement perdre le contrôle au serpent. En quelques pas seulement, le combat prit fin, l'empêchant de porter un second coup. Dans les airs, l'aigle serpentaire profita d'un angle d'approche auquel le serpent n'eut jamais le temps de réagir, une attaque verticale. Il plongea en diagonale, griffant la tête du serpent d'une prise décisive. Le seul point faible ainsi atteint, le long corps du serpent devint une corde impuissante. Le grand Géocoucou utilisa ses réflexes. Le messager Sagittaire, lui, privilégia la force et la précision de ses mouvements. L'aigle serpentaire, quant à lui, exploita l'angle mort depuis les airs. Trois approches, trois types de contre-attaques, mais toutes reposaient sur un principe, être plus rapide que la morsure du serpent, ne serait-ce qu'un instant. Dans ces combats, la victoire n'appartenait pas au plus fort, mais à la créature qui comprenait les mouvements de la mort et avait toujours une longueur d'avance. La vitesse permet à de nombreuses espèces d'éviter la morsure d'un serpent. Mais chez certaines créatures, les combats se décident par une arme plus silencieuse, l'armure qui a évolué pour recouvrir leur corps. Dans la savane africaine, le serpentaire se tient souvent dans les hautes herbes, guettant un serpent qui sort de son terrier. Sur ses longues pattes recouvertes d'épaisses écailles cornées, même les crocs les plus acérés peinent à le blesser. Même touché, le venin ne pénètre pas facilement dans les vaisseaux sanguins profonds. C'est pourquoi l'oiseau encaisse le coup avec assurance avant de porter le coup fatal. Dans les airs, l'aigle serpentaire bénéficie d'un autre avantage, un épais plumage autour du cou et de la poitrine. Ce sont les zones que les serpents ciblent souvent lors de leur contre-attaque. Cependant, le plumage sépare les crochets du serpent de sa peau, permettant à de nombreuses morsures de n'atteindre que les interstices du plumage.
Cela donne à l'aigle serpentaire le temps nécessaire pour serrer la tête de son adversaire sans risquer sa vie. Au sol, les sangliers présentent une forme de carapace tout à fait différente. Leur peau est si épaisse que le bruit des crocs d'un serpent qui la frappe ressemble à un tambour. La couche de graisse sous-jacente crée une barrière naturelle qui ralentit la propagation du venin dans le système circulatoire. Face au serpent, quelques secondes d'hésitation peuvent décider de l'issue du combat. Les sangliers le savent. Et lors de nombreuses rencontres, une seule charge suffit à faire tomber le mamba noir du sol. En Tasmanie, le col, un cousin éloigné du diable de Tasmanie, possède également un épais pelage hérissé sur le cou. Lorsqu'un serpent mord, l'espace entre le pelage et la peau rend la morsure moins efficace. Ces instants cruciaux leur donnent le temps de reculer, d'évaluer la direction de l'attaque, puis de se retourner pour frapper la tête de leur adversaire. Ces armures ne constituent pas une protection absolue. Elles ne rendent pas ces animaux invulnérables au venin. Mais elle crée une zone tampon, une fenêtre de temps brève mais précieuse permettant à la créature de riposter. Dans la nature, parfois, une seule seconde de vie supplémentaire suffit à renverser le cours d'une bataille. Une armure naturelle aide de nombreuses espèces à mieux résister aux coups. Mais pour vaincre les serpents venimeux, il leur faut aussi un autre facteur, que toutes les espèces figurant sur la liste des « ennemis jurés des serpents » comprennent parfaitement. Malgré un venin capable d'abattre des prédateurs bien plus grands qu'eux, les serpents conservent un point faible inchangé depuis leurs ancêtres. Tous les signaux, tous les réflexes, toutes les attaques, autrement dit, toute leur force, sont concentrés dans leur tête. C'est leur unique centre de contrôle. Pas de griffes. Pas de puissants muscles de la mâchoire pour déchirer. Pas de force de poussée pour se libérer une fois immobilisé. Il ne compte que sur une seule attaque, le coup de bec. Et ceux qui sont assez intelligents pour le comprendre ont le plus grand avantage. En Afrique, la mangouste ne se précipite pas dans une frénésie. Il observe,
attend que le serpent fasse son choix, puis se place précisément derrière la tête, là où le serpent a du mal à se retourner pour contre-attaquer. Une seule prise à cet endroit et le combat est quasiment terminé. Dans les prairies, le serpentaire frappe directement le crâne avec sa patte. Un instant suffit à paralyser le centre réflexe, et le serpent perd tout contrôle de son corps. Du ciel, l'aigle serpentaire ne vise qu'une seule cible, la tête. Son piqué est un verrouillage précis, rendant tout mouvement ultérieur inutile. Même des espèces non chasseuses de serpents, comme les sangliers et les cols, suivent inconsciemment cette règle. Non pas parce qu'elles l'ont appris, mais parce que des millions d'années d'évolution ont conditionné leur instinct, frapper un point précis suffit à survivre. Lors des rencontres entre serpents venimeux et chasseurs de serpents, la stratégie se résume toujours à un seul point, verrouillage de la tête, immobilisation de la tête ou fracture du crâne. Toute attaque qui s'écarte de cette zone est vaine. Les serpents ont du venin. Les serpents sont rapides. Mais les serpents n'ont qu'une seule chance. Une fois cette opportunité perdue, il ne reste plus qu'une corde qui se débat, désespérée. C'est pourquoi ceux qui comprennent cette faiblesse, aussi minime soit-elle, peuvent encore vaincre le prédateur le plus redoutable de la planète. Cet équilibre fragile explique le fonctionnement du monde sauvage, qui continue de surprendre l'humanité. Un écosystème où les plus forts ne survivent que s'ils comprennent leurs forces et acceptent leurs faiblesses, impossible à dissimuler. Quand on observe les créatures qui osent se jeter dans la gueule du loup, on ne voit pas seulement de l'inconscience, mais aussi la preuve d'une règle ancienne et toujours d'actualité. Chaque créature a ses limites, et la mort a toujours un adversaire à sa mesure. Alors, selon vous, quelle espèce est véritablement le plus redoutable ennemi du serpent venimeux ? Partagez vos réflexions, car le monde sauvage recèle encore d'innombrables histoires à découvrir.
Si ce voyage vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode.